Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a enfin mis en place les dégâts grâce à nos armes, et aussi corrigé quelques petits bugs. Dans cette vidéo, on va mettre en place de quoi cibler un ennemi, voire plus. Sans plus attendre, direction le dossier Projet YT, Corps puis Interface. On fait un clic droit, puis dans Blueprint, on choisit Blueprint Interface. On l'appelle BPI Targeting, puis on l'ouvre. On appelle la fonction getHealthBar. Puis on ajoute un output qu'on appelle ReadOnValue. Et en type de variable, on écrit WidgetComponent. On compile et on peut quitter notre BPI Targeting. Ensuite, on va dans le dossier Projet YT, Core, Input, puis Action. Et on fait un clic droit. Dans Input, on choisit Input Action et on l'appelle IA Targeting. On retourne dans le dossier Input et on ouvre IMC Default. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Donc, on clique sur le plus et on sélectionne IA Targeting. Puis, on clique sur le petit clavier et on appuie sur Tab. On peut sauvegarder et quitter IMC Default. Ensuite, on va dans le dossier Projet YT, Character et on ouvre BP Enemy. On clique sur Class Settings ici, puis à droite sur Add ici. Et on écrit BPI et on choisit BPI Targeting. À gauche dans Interface, ici, on double-clique sur getHealthBar. Ici, on prend notre widget dans les components et on le met dans la return value. Puis, on sélectionne notre widget dans les components et dans les détails, dans la barre de recherche, on écrit Visible. On décoche Visible, car on va faire en sorte que la barre de santé soit visible uniquement si l'ennemi est ciblé. Et on peut compiler et quitter BP Enemy. Ok, passons aux choses sérieuses. Direction le dossier Projet YT, Core, puis Actor Component. On fait un clic droit, puis Blueprint Class. On sélectionne Actor Component. On l'appelle AC Targeting System et on l'ouvre. Comme d'habitude, on va renseigner Class Settings. Dans Blueprint Display Name, on écrit Targeting System. Dans Blueprint Description, on écrit permet au personnage de cibler un ennemi ou un élément destructible. Et enfin, dans Blueprint Category, on écrit Projet YT. Dans l'Event Graph, on supprime Begin Play et l'Event Tick. D'ailleurs, vous allez voir comment éviter d'utiliser un Event Tick. Bon, on fait une nouvelle fonction qu'on appelle Targeting. Cette fonction est assez grande et un peu complexe, donc n'hésitez surtout pas à mettre en pause la vidéo si je vais trop vite et à me poser vos questions en commentaire au besoin. Alors, on commence par créer une variable qu'on appelle LockOn, de type boolean, et qu'on passe en private. Puis, on fait un get. De ce get, on appelle un noteBoolean, et on appuie sur B, puis on clique pour avoir notre branch. Nous avons donc ici la condition n'est pas lock-on. Donc, si on n'est pas en lock-on, on va faire un trace qui part de notre personnage pour voir si un ennemi est présent ou pas dans un premier temps. Et si nous sommes en lock-on, alors on sort du mode ciblage, mais on verra ça après. On fait un clic droit, puis Multisphere Trace for Object. Il nous faut donc un start et un end. Le start, ce n'est pas bien compliqué, c'est notre personnage. Donc, on fait un getOwner, et de la return value, on appelle getActorLocation. Voilà, on a notre start. Pour le end, c'est différent, car on ne va pas faire la sphère devant le personnage, mais dans la vision de notre caméra. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'essaierai de faire une illustration au montage. Alors, on fait un clic droit, puis getOwner, puis getComponentByClass, et dans Component Class, on écrit Camera Component, ce qui nous permet de récupérer la caméra de notre personnage. De là, on appelle getForwardVector pour obtenir la direction où la caméra regarde. Ensuite, autant le faire tout de suite, on sélectionne getOwner et getComponentByClass, puis on fait un clic droit et on choisit CollapseToFunction. On l'appelle getFollowCamera et on passe la fonction en pur. De getForwardVector, on appelle un multiply, puis on change le deuxième pin d'entrée par un float. Donc on clique dessus, puis on sélectionne toFloat Single Precision. On refait un clic droit dessus, puis Promote to Variable. Variable qu'on appelle Targeting Distance. On compile pour pouvoir changer la variable par défaut et on met 1000. On en profite pour mettre une catégorie qu'on appelle Settings. Ensuite, de getActorLocation, on appelle Add. Puis on branche notre multiply dans le Add et le résultat dans notre sphere trace End. Pour le radius, on fait un clic droit, puis Promote to Variable. On l'appelle Targeting Radius et on compile. Et on met la valeur par défaut à 100.
puis on met la variable dans la catégorie Settings. On continue avec Object Type. Clic droit, puis Promote to Variable. Encore une fois, on compile. Et en valeur par défaut, on ajoute une ligne au tableau et on choisit Pawn. Même punition dans la catégorie Settings. Passons à Actor to Ignore. On tire le pin et on appelle un Make. On fait un clic droit, puis Get Owner, qu'on branche dans l'index 0. On clique sur Add Pin. Et dans l'index 1, on fait un clic droit, puis Promote to Variable. On appelle cette variable Target et on la met en Private. Vous allez voir pourquoi on ignore la Target juste après. Enfin, de Draw Debug Type, on fait un clic droit, puis Promote to Variable. On met la variable dans la catégorie Settings, puis on compile. Et en valeur par défaut, on met For Duration. Ensuite, on appuie sur B et on clique pour avoir un branch. On le branche à la suite comme ceci. Donc, si le multisphère touche un objet de type Pawn, à l'exception de lui-même et de sa cible, s'il en a déjà une bien sûr, alors on passe par True. Sinon, s'il ne touche rien, et dans rien il peut y avoir sa cible actuelle et lui-même, vu qu'ils sont ignorés. Alors, on passe par False, et là, c'est assez rapide à choisir ce que l'on fait. On sort du mode ciblage. Alors, on va créer une nouvelle fonction qu'on appelle Target Off. On la laisse de côté. On mettra le code une fois notre fonction targeting terminée. Donc, retour dans notre fonction targeting, et dans notre false, on appelle un branch. On appuie sur B et on clique. Dans la condition, on prend notre variable lockOn et on la branche. On s'assure que nous sommes bien en mode ciblage. Et donc, si c'est le cas, alors Target Off, on en profite, on retourne au premier branch, et dans false, on met Target Off. Ok. Alors ensuite, si on touche un objet de type Pawn du coup, on appuie sur F et on clique. On branche le OutIt dans le array de notre for each loop et l'exec dans True. De array element, on fait un break. On déplie le break it result et de itActor, on appelle un add unique, car on va stocker tous les acteurs qu'on touche dans un tableau, et sans faire de doublon, d'où le unique. De l'entrée array de add unique, on fait un clic droit, puis promote to variable. On l'appelle itActor et on la met en private. Ensuite, on prend notre variable lockOn et on fait un set. On le branche à la suite de add unique et on coche lockOn. Maintenant, de completed, ici, on appelle un branch. Et on prend notre variable lockOn qu'on branche dedans. On veut être sûr qu'on est bien en mode lockOn. Du trou de notre branch, on appuie sur S et on clique. On branche notre séquence. On prend notre variable target et on fait un get. On fait un clic droit dessus, puis convert to validated get. On vérifie si on a déjà une cible valide ou pas. On le branche dans den0. Donc, si on a déjà une cible, on appelle getHealthBar avec le message entre parenthèses. De la return value, on appelle isValid, celui-là. On s'assure encore une fois que tout est bon. Est-ce que notre cible a bien une barre de santé? Et donc, si c'est le cas, alors de la return value, on appelle setVisibility. Si vous avez bien suivi et compris où on en est, alors ici, on va masquer la barre de santé car on va perdre le ciblage de cette target. Dans le den1, on va définir notre nouvelle target. Donc, on prend notre variable target et on fait un set. Pour savoir quelle est notre nouvelle target, nous avons notre tableau itActor qui contient tous les acteurs qu'on a touchés avec notre multisphere trace. On fait donc un get de notre itActors. Dans ce tableau, nous voulons la cible la plus proche de notre personnage. Merci Unreal, nous avons déjà une fonction pour ça. Donc, depuis itActor, on appelle findNearestActor. Pour le point d'origine, c'est simple, c'est notre personnage, donc getOwner. Et pour récupérer l'emplacement du personnage, vous savez déjà ce qu'on va appeler comme node, getActorLocation. La return value dans l'origine, puis la return value de findNearestActor dans notre target. Ensuite, de notre target, on appelle un isValid. Ouais, on est un peu parano parfois, mais ça évite des erreurs. Donc, si notre target est bien valide, on va faire un lineTraceForObject. Alors là, on va juste faire en sorte que notre personnage voit bien sa cible et qu'il n'y a pas d'obstacle entre. Donc, pour le start, vous avez l'habitude dans getOwner, puis getActorLocation. Alors, on ne relie pas directement. On va faire un add et dans l'axe Z, on ajoute 65. On peut relier au start. Cela permet de mettre le line trace au niveau de la tête de notre personnage. Comme je vous le disais, est-ce que notre personnage voit sa cible? Donc pour le end,
on prend notre variable target et on fait un get. Et de ce get, on appelle getActorLocation. Même procédé que pour notre personnage, add, et dans l'axe Z, on ajoute 65. On peut brancher dans le end, là on tire juste un trait entre notre tête et la tête de notre target. Ensuite, dans Object Type, on fait un make, et on met World Static, ce qui correspond en gros à tout ce qui est mur ou arbre par exemple. Dans Actor2Ignore, on ne met rien, car on veut tout toucher. Et dans DrawDebugType, on a déjà notre variable, on a juste à la brancher dedans. La suite, on appuie sur B et on clique pour avoir un branch. La return value dans Conditions et dans True, on va vérifier que notre target n'est pas morte. On prend notre variable target et on fait un get. De là, on fait un getComponentByClass et dans ComponentClass, on choisit DamageSystem. Ensuite, on appelle isDead, puis un autre boolean. La suite logique, on appuie sur B et on clique pour avoir un branch. Dans True, on met notre future fonction targetOff. Dans le false du premier branch, on prend notre variable target, on fait un get, puis on appelle getHealthBar avec le message entre parenthèses. Donc hop, dans le false. Et de la return value, on appelle isValid, celui-là. Ensuite, de la return value de notre getHealthBar, on appelle setVisibility. Et ce coup-ci, c'est bien notre nouvelle cible, donc on coche New Visibility. Là, on pourrait cibler et décibler un ennemi. Mais dans Dark Souls, quand on cible un ennemi, on ne fait pas juste afficher sa barre de santé. Nous avons la caméra qui se logue dessus, donc on crée une nouvelle fonction qu'on appelle TrackTarget. On la met de côté, on finit d'abord notre fonction targeting. Et en plus, on a aussi targetOff à faire. Donc retour dans la fonction targeting, on est sur la fin, ne vous en faites pas. Après setVisibility, on appelle setTimerByEvent. Vous allez voir, on va l'utiliser un peu comme un eventic. Sauf que la différence, souvenez-vous, je vous avais dit qu'un eventic c'est lourd, car ça lance le code à chaque frame du jeu. Du coup, plus vous avez de FPS, plus le code est lancé souvent. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de FPS qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Donc un setTimerByEvent. Dans time, on met 0,01. Ce qui va donc lancer le code sans tenir compte de nos FPS. On coche la case looping et dans event, on appelle createEvent. Dans la liste, on choisit TrackTarget. Dernier petit truc à faire, la return value, clic droit, puis promote to variable. On appelle cette variable TrackingTimer. Cela va nous permettre de stopper le timer pour éviter d'utiliser de la ressource quand nous n'en avons plus besoin. Exemple, quand on n'a pas de cible. On peut maintenant ranger tout ça.
Passons désormais à notre fonction targetOf. Première chose à faire, on prend notre variable lockOn et on fait un set. On laisse décocher, puis on prend notre variable target et on fait un get. Clic droit dessus, convert to validated get. De notre target, on fait un get health bar. Puis un isValid, celui-là. On vérifie donc si notre cible est valide et si elle a bien une barre de santé. Si c'est le cas, alors de la return value, on appelle setVisibility pour cacher la barre de santé. On relie setVisibility dans isValid bien sûr. Ensuite, on prend notre variable target et on fait un set. Et là, on relie notre getTarget isNotValid au setTarget. Notre isValid ici, on prend la sortie isNotValid et on fait la même. Et le pin de sortie de setVisibility, même punition. Ce setTarget, on le laisse vide. Après, on prend notre variable hitActors et on fait un get. De ce get, on appelle clear pour remettre le tableau des cibles à 0. Ensuite, on prend la variable trackingTimer et on fait un get. Du get, on appelle clear and invalidate timer by handle pour stopper notre setTimer by event. Vous l'aurez sûrement compris, on remet tout à 0. Alors après, on va faire un truc qu'on n'a pas encore fait. Mais pour faciliter la transition, j'ai préféré mettre ça dans la fonction trackTarget. Et ceci, c'est de passer le personnage en mode strafing. Donc, on fait un getOwner. Puis, getComponentByClass, et dans ComponentClass, on écrit CharacterMovement. De la return value, on appelle setUseControlDesiredRotation. Et on appelle aussi setOrientRotationToMovement. Généralement, l'un va rarement sans l'autre. De la sortie de useControlDesiredRotation, on appelle notBoolean et on le branche à OrientRotationToMovement. Et pareil, si l'un est coché, alors l'autre est probablement décoché. Et voilà pour targetOf. On peut ranger un peu la fonction. Et passons à trackTarget. Alors ici, on va vérifier qu'on est bien en lockOn. Donc on prend notre variable lockOn et on fait un get. Puis on appuie sur B et on clique. Ensuite, on prend notre variable target et on fait un get qu'on convertit. Est-ce qu'on a bien une cible valide? On commence par si ce n'est pas le cas. Simple, targetOf. Maintenant, est-ce que notre cible n'est pas morte? Donc, de notre target, on appelle getComponentByClass. Et dans ComponentClass, on met damageSystem. Et de là, on peut appeler getIsDead. Puis faire un notBoolean. On appuie sur B et on clique pour appeler un branch. On le relie à isValid. Encore une fois, on commence par false. Donc, si notre cible est morte ou meurt, que se passe-t-il? TargetOf. Ensuite, on va faire une vérification de distance, car on ne veut pas pouvoir cibler et la garder jusqu'à l'autre bout de l'univers. Pour cela, on fait un getOwner, puis un getDistanceTo. L'autre acteur, c'est qui? Notre target. Donc, on prend notre variable target et on la branche dans OtherActor. Cette fonction calcule la distance entre les deux. Donc, de la return value, on appelle inférieur à. Il nous faut donc une distance de ciblage maximum. Nous, on va utiliser notre variable targetingDistance. Mais vous pouvez très bien faire un promoteToVariable et mettre une distance différente. Bon, on finit avec un booléen, donc on appuie sur B et on clique. Vous le savez, on fait le false en premier. Donc si la cible est trop loin, on fait quoi? TargetOf. Maintenant, on va vérifier que notre personnage a bien une arme et si elle est dans sa main ou non. Donc on fait un getOwner, puis getComponentByClass. Dans ComponentClass, on choisit WeaponManager. De la return value, on appelle getMainWeapon. Et on fait un isValid, celui-là. Bon, ce coup-ci, on s'occupe de isValid en premier. Donc si on a bien une arme, est-elle dans notre main? De getMainWeapon, on appelle isAttached to hand.
Puis on fait un branch. Et je dois vraiment encore vous dire d'appuyer sur B et cliquer pour appeler un branch. Donc on le branche dans le isValid, puis on fait un clic droit et promote to variable. On laisse ce nom, il convient très bien. Et on passe la variable en private. On branche dans le trou. Ensuite, on prend notre variable isAttachedToEnd et on fait un set. On le branche dans false et aussi dans isNotValid. Ensuite, on va faire en sorte que notre personnage tourne autour de la cible si elle est équipée d'une arme. Donc on revient à notre getOwner ici et on appelle getInstigator pour récupérer le pawn de notre personnage. De là, on appelle getController et enfin on appelle setControlRotation. Alors pour obtenir la rotation que notre personnage doit avoir, de getOwner, on appelle getActorLocation. De la return value, on appelle findLookAtRotation pour chercher dans quelle rotation notre personnage doit regarder. La target, c'est simple, c'est notre target. Donc on prend notre variable target et on fait un get. Et on appelle getActorLocation qu'on branche dans target. Ensuite, de la return value de findLookAtRotation, on fait un clic droit, puis splitStructPin. Et de setControlRotation, de newRotation, on appelle makeRotator. Alors, on ne va pas tout brancher comme ça, ce serait trop simple. Mais pour le X, le roll, ça ne pose pas de problème. Donc on peut relier au X. Pour Y, le pitch, par contre, on appelle moins. Et on met 15. Et on peut relier à Y. Et pour le Z, pas de souci, on peut relier directement. Cela va faire en sorte que notre caméra s'incline un peu vers le bas pour avoir un meilleur visuel. Vous verrez et pourrez changer cette valeur si vous le souhaitez. On pense à brancher notre setControlRotation dans les deux isAttachedToEnd. Et pour finir la fonction, je vous avais dit qu'on le ferait ici, donc on fait un getOwner. Ensuite, on fait un getComponentByClass, et dans ComponentClass, on écrit CharacterMovement. Et de la return value, on appelle useControllerDesiredRotation. Et aussi OrientRotationToMovement. On va faire la même chose que dans notre fonction targetOff. Donc, depuis useControllerDesiredRotation, on appelle un autre boolean qu'on branche dans OrientRotationToMovement. Mais nous n'avons pas promu en variable isAttachedToEnd pour rien. On prend notre variable et on la branche dans useControllerDesiredRotation. Et voilà, on peut ranger la fonction. Avant de quitter notre targeting system, on va faire 3 mini-fonctions. Donc nouvelle fonction, et on l'appelle getTarget. On la passe directement en pur, et on prend notre variable target pour faire notre getter. On fait donc un get, et on le branche direct dans la fonction. On renomme l'output en return value. On relie, et on passe à la suivante. Nouvelle fonction, on l'appelle setIsLockOn. On prend donc notre variable lockOn, et on fait un set. On relie l'entrée de la variable dans la fonction, et enfin, nouvelle fonction qu'on appelle
isLockOn. On la passe en pur directement. On prend notre variable lockOn, on fait un get et on relie le pin direct dans la fonction. On renomme l'output en returnValue. On peut compiler et quitter notre targeting system. Maintenant, on va faire en sorte que notre personnage se déplace sur le côté. Donc direction le dossier projet YT, puis animation. On fait un clic droit et dans animation, on choisit Blend Space. Et on sélectionne SK Mannequin, puis on l'appelle BS Lightsword. On remplacera l'ancien par celui-ci après. On ouvre notre BS Lightsword et dans Asset Details à gauche, on déplie Horizontal Axis et Vertical Axis. Dans Vertical Axis Name, on écrit Speed. Et dans Maximum Axis Value, on met 500. Dans Horizontal Axis Name, on écrit Direction. Puis dans Minimum Axis Value, on met moins 180. Et dans Maximum Axis Value, on met 180. Ensuite, en bas à droite, dans Asset Browser, on cherche A Idle. On le prend et on le dépose en maintenant Shift enfoncé en bas au milieu, comme ceci. Maintenir Shift permet de snap les croisements. Ensuite, on en prend un autre, puis on le met à l'extrême gauche, toujours en bas. Puis, encore une fois, mais à l'extrême droite, toujours en bas. Encore une fois, on prend A Idle, et ce coup-ci, on le place en bas à gauche, entre l'extrême gauche et le milieu. Et enfin, même punition, mais pour la droite. Alors maintenant, on prend l'animation A Walk FWD et on place l'animation en plein milieu. Ensuite, on prend l'animation A Walk BWD et on en place une à l'extrême droite, puis une autre à l'extrême gauche. Puis, on prend A Run BWD qu'on place tout en haut à l'extrême gauche et une autre tout en haut à l'extrême droite. Après, on prend A Run FWD et on la place tout en haut au milieu. Reste plus qu'à prendre A Strafe L qu'on place au milieu à gauche tout en haut. Même chose avec A Strafe R mais à droite. Et enfin, un autre A Strafe R qu'on place au milieu à droite et A Strafe L au milieu à gauche. On peut sauvegarder et quitter notre blend space. Ensuite, direction le dossier projet YT, puis caractère, et on ouvre BP Player Character. Dans les components, on clique sur Add et on cherche Targeting System pour l'ajouter. Ensuite, on clique sur Camera Boom, et dans les détails, à droite de Location, on clique sur la petite flèche qui permet de remettre les valeurs par défaut. Et un peu plus bas, dans Socket Offset, dans la troisième case, on met 65. Cela permet de mettre la caméra un peu plus haut pour avoir une meilleure visibilité en jeu. Ensuite, on sélectionne Mesh dans les components, puis à droite dans les détails, on cherche Anime Class, ici, et on clique sur le dossier avec la loupe. On ouvre ABP Mani, et on va dans l'onglet Event Graph. Aux séquences, ici, on clique sur Add Pin pour avoir DEN3. Puis, sous Is Falling, on fait un clic droit, puis on écrit Calculate Direction. De la Return Value, on fait un clic droit, puis Promote to Variable, et on l'appelle Direction, qu'on relie au DEN3. Pour avoir la vélocité, ce n'est pas compliqué. Si vous regardez un peu plus haut, on peut voir qu'on a notre vélocité ici. Donc on fait la même chose. On prend notre variable Movement Component, on fait un get, et on appelle Velocity, qu'on branche dans Velocity. Pour Base Rotation, on prend notre variable Character, et on fait un get, et on appelle Get Actor Rotation. Et voilà notre Base Rotation. Ensuite, on va dans l'Anime Graph, ici, puis dans LS Locomotion, et enfin dans Walk Run. On supprime notre ancien BS Lightsword, et dans la liste Asset Browser, on cherche BS Lightsword, généralement vers le bas. On cherche notre nouveau BS Lightsword. Pour le reconnaître facilement, regardez sa taille ici, le nouveau est un peu plus gros que l'ancien, vu que l'ancien est un blend space 1D et a moins d'animation. Alors, on place notre nouveau BS Lightsword et on relie le Ground Speed dans le Speed, et la sortie dans l'Output Animation Pause. Et pour la direction, on vient de le faire, donc on prend notre variable direction qu'on branche dans Direction.
peut compiler et quitter notre ABP. On peut aussi compiler et quitter BP Player Character. Direction le dossier Projet YT, Animation puis Séquence. Et on supprime notre ancien BS Lightsword. La fenêtre qui s'ouvre nous prévient s'il y a des liaisons ou pas. Normalement, c'est bon, on peut cliquer sur Delete. On recule d'un dossier, donc dossier Animation. Ici, on sélectionne A Run BWD, A Strafe L, A Strafe R, A Bulk BWD et BS Lightsword. On déplace tout dans le dossier Séquence. On clique sur Move Here. Il ne nous reste plus qu'à aller dans le dossier Projet YT, Core, puis Game Mode. On ouvre PC Projet YT et sous l'esquive, on fait un clic droit et on écrit AI Targeting. On sélectionne celui-là. Ensuite, on fait un clic droit et on appelle Get Control Pawn. De là, on appelle Get Component by Class et dans Component Class, on sélectionne Targeting System. Puis de la Return Value, on appelle Targeting. On sélectionne Get Control Pawn et Get Component by Class. Et on fait un clic droit, puis Collapse to Function. On l'appelle Get Targeting System. Et on passe la fonction en pur. On peut même mettre cette fonction dans la catégorie Getters. Ensuite, on déplie notre IA Targeting et on relie Targeting à Started. On sélectionne tout, enfin nos 3 nodes, puis on appuie sur C. On écrit « Permet de cibler un ennemi ». Et on met le commentaire en noir. On peut compiler et quitter notre PC Projet YT. C'est l'heure de tester tout ça en cliquant sur Play. Si on appuie sur Tab, on voit la sphère qui nous permet de cibler. Comme il n'y a aucun pawn dans la sphère pour l'instant, il ne se passe rien. Si on regarde l'ennemi par contre et qu'on fait Tab, hop, la caméra se centre dessus. On peut courir autour, rien ne change trop à part l'angle de caméra qui reste sur l'ennemi. Si on appuie à nouveau sur Tab, ça libère la caméra. Prenons une arme maintenant. On cible à nouveau l'ennemi et on dégaine l'arme. Et voilà, notre personnage strafe autour de l'ennemi. Si on rengaine l'arme, le personnage ne strafe plus. Profitons-en pour tuer l'ennemi, voir ce qu'il se passe. Et voilà, à la mort de l'ennemi, on libère la caméra et notre personnage ne strafe plus. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va mettre en place un système de stats un peu mieux que simplement notre santé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.